Oui, vous dénoncez Mathieu Bock-Côté, et c'est le titre de votre ouvrage, La révolution racialiste. Alors qu'est-ce que le racialisme? Eh bien, vous le définissez comme le fait de prendre la race comme la catégorie sociologique et politique la plus importante, en fait, de prendre la race comme la seule grille de lecture possible dans nos sociétés, d'où la dénonciation dans cette révolution du racisme systémique et d'un privilège blanc. Et vous citez les figures de proue de ce mouvement-là, notamment Reni Eddo-Lodge, journaliste britannique, qui a écrit en 2014 « À partir d'aujourd'hui, je n'aborderai plus la question de la race avec des blancs, pas tous les blancs, juste l'écrasante majorité d'entre eux qui refusent de reconnaître l'existence du racisme structurel et de ses symptômes. » Vous citez aussi une sociologue américaine, Robin DiAngelo, selon laquelle l'identité blanche est intrinsèquement raciste. Les blancs n'existent pas en dehors du système de la suprématie blanche. Robin DiAngelo qui dit aussi vouloir se déblanchir, vous pourrez y revenir. Alors quelles sont les illustrations de cette révolution racialiste? Évidemment, ce qu'on a connu, les statues déboulonnées, qui vous ont fait penser, vous, aux Bouddhas de Bamiyan qui sont dynamités par les talibans, c'était en mars 2001. On a aussi connu les polémiques sur des œuvres, Autant en emporte le vent, Tintin au Congo, les 10 petits nègres, mais vous parlez aussi de Peter Pan où les peaux rouges sont considérées comme trop stéréotypées, les Aristochats où il y a un chat siamois qui a les yeux trop bridés, ou encore Dumbo où les corbeaux caricaturent des Afro-Américains chantant le blues. Tout ça, exactement. Et ce qui a amené Disney sur sa plateforme à mettre un message d'alerte pour ceux qui allaient voir ces dessins animés-là. Ça, on connaît plus ou moins. Ce qu'on connaît moins, ce sont les exemples canadiens. Ça, vous les donnez dans votre ouvrage. Il nous échappe à nous, Français, mais par exemple, l'Université Concordia à Montréal propose une reconnaissance territoriale officielle sous ces termes-là. Voilà un extrait. « J'aimerais, nous aimerions », c'est écrit là, commencer par reconnaître que l'université est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka Keaka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et vous rappelez aussi les propos tenus par Anastasia Marcelin, présidente de la Ligue des Noirs. C'était en juin dernier à Montréal. Le Québec n'appartient pas qu'aux Blancs, le Québec appartient d'abord aux Premières Nations, il appartient aussi aux immigrants. Et vous concluez, vous écrivez, les peuples issus de la colonisation européenne sont sommés de s'excuser publiquement d'être là. Vous poursuivez, la décolonisation intégrale serait le nouvel horizon de notre temps. Il faudrait enfin faire tomber le privilège blanc et jeter à terre une civilisation qui se serait avilie en commettant les plus grands crimes. La révolution racialiste ne laisse qu'une possibilité selon vous, la repentance. Et c'est ce qui se passe en juin dernier lorsque Justin Trudeau, Premier ministre canadien, apparaît sur cette manifestation antiraciste et qu'il s'agenouille. Vous écrivez que là, il s'est plié à un rituel, il a marqué sa soumission à l'antiracisme révolutionnaire dans un symbole qui n'avait rien de banal. Vous rappelez aussi ce que font certains grands groupes, grandes entreprises comme Apple, Coca-Cola ou Ben & Jerry's qui proposent des ateliers antiracistes, en gros des tests de dépistage des biais raciaux de leurs employés. Et d'un mot, Baptiste, qu'en est-il de ce qu'écrit Mathieu Bock-Côté sur la France? Eh bien, la France est, selon vous, le lieu privilégié de la résistance. La France devient, en quelque sorte, la nation contre-révolutionnaire par excellence. C'est ce que vous écrivez. Vous faites d'ailleurs référence aux Vendéens, à la Vendée lors de la Révolution française, fin du XVIIIe. La révolution racialiste est tout de même arrivée en France. Vous citez notamment les rassemblements qui font le lien entre ce qui a pu se passer aux États-Unis avec l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré. Et vous parlez aussi de Assa Traoré, sa sœur, qui est devenue une égérie de cette cause, vous dites, présentée par les grands médias à la manière d'une Jeanne d'Arc des quartiers. Mais la France résiste, vous le notez, en brandissant notamment l'universalisme. Le problème, c'est que les tenants de la révolution racialiste voient cet universalisme comme pas autre chose finalement que le racisme, mais le racisme sous une autre forme. Vous parlez de daltonisme racial, ce qui est la prétention à ne pas voir la couleur dans l'autre en face. Et enfin, vous prévenez du grand danger de ce courant de pensée, c'est sa tentation totalitaire comme toute révolution. D'ailleurs, vous écrivez, la révolution, quoi qu'on en dise, ne tolère pas qu'on ne s'y soumette pas.